Bonjour et bienvenue de concert hein, pour ce nouveau podcast. Bah, allez-y. Ah bah non, je vous en prie. De Théa et Zach. Honneur aux dames. Bonjour, bonjour Théa. Oh non. Bonjour Zach. Oh là 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 là. Oh là là. Eh bien, bienvenue pour ce 15e numéro de nos podcasts endiablés et joyeux. Pour une nouvelle thématique aujourd'hui, toujours en réponse aux questions que nous avons reçues. Merci pour elles. Et pour nous. Enfin, merci pour les questions qui nous sont parvenues. Oh, enfin. Et la thématique du jour sera la gouvernance et la politique. Tout un programme, ça me donne mal l'estomac rien qu'à y penser. Enfin, ça, c'était... Avant. Oui, mais quand j'étais petit, je vous dévoile... Allons-y. Quand j'étais petit et qu'on parlait de politique à la télé, il fallait que je m'en aille. Ça me donnait une douleur d'estomac. J'ai jamais compris pourquoi, mais ça m'a toujours été extrêmement indigeste. Ouais, non, mais tout à fait. Voilà, évidemment, là, nous allons parler gouvernance et politique du monde à venir. Ce qui ne vous donnera pas d'indigestion. Non, pas du tout, bien au contraire. Ou de maux de ventre. Alors, les questions, on en a, je crois. Alors, le vote aura-t-il toujours cours ? Je pense qu'il faudrait mieux la faire en dernière, celle-ci, parce qu'elle répondra... c'est pas logique. Alors... Quelle est la fonction qui va remplacer le président d'un pays ? That is the question. Ah oui. Eh bien, roulement de tambour. Voilà. C'est un tambourin. C'est un tambourin. Il s'agit du chancelier de province. Voilà. En sachant que les provinces, donc qui vont elles-mêmes remplacer des pays, ne seront pas basées sur les pays qui existent déjà. Bon, même si certaines provinces si, mais seront basées sur des critères culturels. Des critères culturels, de langage, enfin que tout le monde puisse se comprendre, mais effectivement, en gros, des critères culturels. Le langage, c'est culturel, éventuellement, un petit peu. Oui, effectivement. Quand bien même tout le monde apprendra, tout le monde à terme parlera la même langue, la langue franche, mais pour le début, tout le monde saura parler l'anglais et le français, partout. Voilà. Alors, pour prendre un exemple, un pays qui, au sein duquel, qui se trouve être divisé en fait par des frontières linguistiques, au sein duquel une population précise parle tel langage et une autre un autre, avec disons assorti de critères culturels qui sont propres aux deux populations, ça ne pourra pas rester une province. La Suisse, par exemple. La Suisse, par exemple, effectivement. Encore que j'ignore, j'avoue mon ignorance. J'ignore si les Suisses, hormis la différence de langage, je sais qu'il y a des Suisses qui nous écoutent, ils pourront peut-être nous répondre. Si les différences de langage incluent des différences culturelles notables. Ça, je ne sais pas. Une langue, ça oriente l'esprit. Ça oriente, oui, automatiquement, dans tous les cas. Donc, effectivement. Enfin, en principe, donc, ça... Ce sera évité tout simplement pour que une même province soit constituée majoritairement de gens qui ont une fibre commune et qui seront plus sûrs de s'entendre. Je prendrai pour un simple exemple, à l'époque de l'Autriche-Hongrie, on avait associé les deux pays alors que les deux populations n'ont absolument rien à voir, c'est complètement ridicule. Jusqu'à ce que ce soit dissocié, que l'Autriche soit l'Autriche et la Hongrie l'Hongrie. Donc, évidemment, il va y avoir une redéfinition rationnelle de chaque territoire, on va dire. Mais évidemment, les pays vont disparaître, tout simplement parce que on parle de souveraineté des nations politiques. Ça aussi, c'est de la propagande à l'état pur, puisque on avait déjà il y a longtemps, je me demande si c'était pas un podcast avec Eliane, mais je ne suis pas sûr. Mais on a il y a longtemps parlé de la différence de couleur des passeports. Et passeport bleu, passeport rouge, passeport vert. Très peu de gens savent ce qui différencie les trois types de passeports. Les passeports bleus correspondent à des pays souverains, notamment les États-Unis, Panama, je ne sais pas si le Canada... Aucune idée. Je ne sais pas. Enfin bref, il y en a quelques-uns, mais très peu. Les passeports rouges sont des pays vassaux. Vassaux
des pays souverains, c'est-à-dire des États-Unis. Et les passeports verts correspondent à des pays sous tutelle politique. Sous tutelle politique. Alors, on me parle de souveraineté nationale, non, franchement c'est complètement ridicule, notamment dans l'Union européenne où de toute façon il n'y a plus de souveraineté nationale puisque c'est l'Union européenne qui prend le pas sur les lois des pays. Disons qu'il ne faut pas que les lois de chaque pays prennent l'ascendant sur les directives européennes, enfin bref. C'est un bazar innommable et de toute façon la souveraineté nationale n'existe pas, elle n'existe plus, et là où elle existe, elle n'apporte rien à personne. Ce sont des enclaves, Tout le monde vit dans le même monde. Ce monde doit être ouvert et non pas fermé. C'est un territoire avec des enclos. D'ailleurs, on voit les difficultés qu'ont les gens qui voyagent, qui ont besoin d'avoir recours, disons, à des droits liés à leur nationalité quand ils sont à l'étranger. Ils sont obligés de passer par les services consulaires, etc. Combien de fois je connais des gens qui vivaient à l'étranger, notamment en Irlande, et qui avaient gardé un compte bancaire en France, et ils étaient stupéfaits, les banquiers étaient stupéfaits, enfin les chargés de compte, qu'on puisse vivre à l'étranger. C'était inconcevable pour eux. Enfin, c'est hallucinant, un truc. Mais non, là, les frontières seront vraiment... ce sera plus... C'est des bornes sur la route, quoi. Oui, vous entrez en bienvenue. Oui, comme dans un pays, pour les départements, par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'on change de pays. Ou les États aux États-Unis. Oui, voilà. Encore que les États aux États-Unis sont quand même... Il y a des lois différentes. Oui, il y a des lois différentes, effectivement. Enfin, dans l'idée, c'est quand même léger. C'est léger. Oui. Donc, il y aura des circonscriptions, parce qu'il faut bien segmenter tout ça et l'administrer de manière correcte, disons, avec le concours d'une population qui connaît la terre sur laquelle elle vit. Oui. Voilà, c'est ça, surtout. Donc, les personnes qui seront en charge d'administrer les ressources de manière rationnelle, dans le respect de la nature et des individus, et les populations, de manière tout aussi rationnelle, seront donc les chanceliers de province. Voilà. Donc il y aura un peu, on ne sait pas, la quantification des différentes provinces et la délimitation des territoires n'a pas été encore fait, c'est pas à l'ordre du jour, mais disons que ce sera approximativement équivalent au pays d'aujourd'hui, mais de manière ouverte. La planète sera considérée comme un royaume. Oui. Et donc, au sein de ce royaume, il y aura des provinces. Ces provinces sont ce qui sont les pays aujourd'hui. Mais, un exemple tout bête. Comment voulez-vous qu'une province au sein d'un même pays fasse la guerre à une autre province? Ce n'est pas possible. Il y a on parlera d'unité nationale qui fait que tout ça est placé sous le même régime légal. Les provinces au sein d'un pays ne se font pas la guerre. Bon, voilà. Eh bien, là, les pays, aujourd'hui, qui seront des provinces, ne se feront plus la guerre non plus. Non seulement n'auront plus besoin, n'auront plus intérêt économique, puisque la guerre est quelque chose qui rapporte énormément. Ce ne sont jamais des conflits idéologiques. Ce sont des marchés, notamment vente d'armes, etc. Donc, évidemment, on fait passer ça sous couvert de « Oh, il a été méchant, c'est un vilain dictateur, il faut lui faire la guerre » pour aller apporter la démocratie. Bon, c'est un discours de propagande. Donc on peut répondre de là à partir de cette question. Le vote aura-t-il toujours cours? Qui décidera de ceux qui dirigent? Alors non, le vote n'aura plus cours. Chacun pourra voter. Par exemple, si vous êtes 12 dans une salle, vous pourrez faire un vote, c'est pas la question. Mais à ce niveau-là, les candidats se présenteront, moi je suis telle personne, je pense à ça pour la province, j'ai envie de prendre ces responsabilités, je prête serment sur mon honneur de tenir ces engagements, de faire du mieux que je peux pour servir l'unité, pour servir la province, pour servir l'accomplissement de tous, pour faire des choses cohérentes, pleines de bon sens. Et la personne sera surveillée dans la mise à exécution de ses par engagements. Contre, il faudra pas... et à partir de là, avec tous les candidats, sera mis en place un système de tirage au sort. Donc le hasard faisant bien les choses, tout ira bien sur ce point-là. Et qui décidera de ceux qui dirigent? Du coup c'est pareil, c'est le hasard. Encore que là, on parle uniquement de province, mais le système de tirage au sort sera répandu parce que les gens
qui se présenteront pour... là on parle d'une province, mais il y a des choses qui sont plus petites, rien que la gestion d'une école par exemple, où plusieurs personnes peuvent avoir envie d'être à un même poste. Quand il y a plusieurs personnes, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'évident et que ce soit une personne qui gère son entreprise et qui décide d'embaucher une personne ou une autre, là il faut avoir des bonnes raisons, mais d'accord. Mais sinon, quand il n'y a pas personne là à avoir un avis particulier sur la question, ce seront majoritairement les systèmes de tirage au sort qui seront utilisés et mis en avant. C'est une alternative qui a été proposée de longue date, ça, pour remédier aux problèmes causés par les entreprises de manipulation et de séduction de la population autour des campagnes électorales à coups de millions pour le plus beau parleur qui ne tient absolument jamais ses engagements, tout le monde le sait, enfin... Ça avait été évoqué, c'est-à-dire on devrait sélectionner des candidats qui ont fait leurs preuves et soumettre l'ensemble des candidatures au tirage au sort. Et c'est ce qu'on fera effectivement. Oui. Par contre, ce qui n'est pas soumis au tirage au sort, parce qu'il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, c'est la hiérarchie. Alors la hiérarchie évolue, effectivement, en fonction aussi de l'évolution de l'humanité, en fonction de tout ça, mais ce ne sont pas... des choses qui vont être amenées à changer. Ça, par contre, on peut changer l'organisation au sein de provinces, on peut changer rien que les gens vivent, les gens meurent, donc à partir de là, effectivement, il faut changer. La hiérarchie, elle ne sera pas soumise au hasard. Les populations concernées devront s'autogérer elles-mêmes, selon le principe légal du bien commun, universel quelque part, visant donc les grands objectifs, à savoir l'accomplissement et la préservation des intérêts de tous, nature comprise. Il y aura cette super administration qui sera là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive et que les choses fonctionnent. Sinon, chacun s'organisera au mieux du possible. Et si quelqu'un s'engage, on dit moi je veux m'engager à gérer ça, et qu'il ne le fait pas, qu'il se met à se comporter de manière différente qu'il s'était engagé à le faire, là il sera démis de ses fonctions. Oui. Par cette super administration. En fait, le truc, parce que c'est vrai qu'il y a des craintes qu'on arrive à une espèce de nouvel ordre mondial comme on nous l'avait annoncé par le pouvoir précédent, de manière différente. Mais complètement. Et en fait, pas du tout, parce ce sera pas interventionniste. Ce sera simplement dans la supervision. C'est-à-dire, en résumé, on va organiser les choses comme ça. Maintenant, faites en fonction. Dans ce cadre-là, faites ce que vous voulez. Il faut que ça fonctionne. Oui. Avec du bon sens, du respect. Oui, évidemment, et les valeurs qui vont avec. Hein. Non, le risque de dérapage est absolument nul. Absolument nul. Ensuite... Alors, je me permets une nouvelle question, en l'occurrence celle-là parce que ça me permet de rebondir sur l'argument. Comment la corruption pourra-t-elle être évitée ? Comme ça. Voilà. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui s'engagent en politique aujourd'hui, pourquoi le font-ils ? Pour le pognon. Il y a de l'argent à gagner, il y a de l'argent à se faire, il y a de l'argent à détourner. Franchement, c'est motivant, hein. Alors, il y a les beaux discours, évidemment, on se présente pas comme une crapule. La population les trouve légitimes. Bon, même si les votes sont truqués, etc., mais enfin, ils essaient de donner des arguments qui légitiment le fait qu'ils soient là. C'est un peu comme dans le style de Rumpelstiltskin. C'est... Rumpelstiltskin en allemand. Oui, celui-ci. On pense qu'on va voter pour quelque chose ou que les gens se présentent sous un certain angle parce que on croit que c'est évident alors qu'en fait c'est des phrases qui sont détournées. Si, je dis ça, mais c'est pas du tout comme ça que c'est finalement exécuté. Et finalement, ils se présentent avec une forme de légitimité perverse, soit, mais une légitimité quand même. C'est pour ça qu'ils peuvent passer. Ouais. Je précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas le personnage que Rumpelstiltskin en anglais ou Rumpelstiltskin en allemand est un personnage de conte, je ne sais plus qui a écrit le conte en question, qui intervient au moment difficile et qui propose de signer des pactes pour
résoudre le problème en faisant payer extrêmement cher. Et en général, ça tourne toujours en la défaveur de celui qui signe le pacte. C'est pas le diable, hein, mais disons qu'il joue un peu le rôle. C'est un personnage sympathique mais fourbe qui s'en sort toujours. Enfin, bref. Donc voilà, c'est vrai que... Et il y a un élément supplémentaire à donner par rapport à ça, par rapport à la corruption. C'est que, justement, pour rebondir sur cet argument, aujourd'hui, si les politiciens trouvent avantage à se lancer donc en politique le plus haut possible, parce qu'il y a de l'argent à se faire, là, dans le cas des chanceliers de province, et dans le cas des mandats de même type, les gens qui s'engagent dans le service de la population pour que ça fonctionne correctement ne seront pas payés. Non. Alors, tous leurs frais légitimes seront couverts de quoi qu'il s'agisse, eux et leurs familles. Mais ils ne gagneront pas un sou là-dessus. S'ils s'engagent en politique, c'est pour le service de la population humaine et de la population de la nature aussi, avec laquelle il faudra vivre en bonne intelligence. C'est vrai qu'il y aura beaucoup moins de candidats au poste qu'aujourd'hui. Voilà, donc c'est quand même une marge de sécurité. Alors si on se retrouve avec pas de candidat du tout parce que personne n'y trouverait avantage, ce qui quelque part serait honnête, bon, il y aura moyen de faire en sorte de pallier au problème. Et puis il y a forcément des gens qui auront envie. Il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui se réveillent en disant « ce serait génial si on faisait ça », mais même des adultes, ce serait génial si on faisait ça. Et dans ces moments-là, ils pourront avoir la possibilité de concrétiser ça à l'échelle d'une province parce que ce sera beaucoup plus accessible. Alors effectivement, il faudra être vraiment engagé, il faudra prêter serment. Donc c'est vraiment en sachant que les serments, ce sera pas les serments qui étaient avant où c'était on signe un truc mais allez on s'en fiche quoi, c'était l'occasion de signer un papier. Là non, ce sera des serments qui peuvent aller jusqu'au serment sur la vie pour les archalchimistes. Les gens pourront-ils intervenir dans les décisions prises? Oui, pas forcément de manière. En fait, il y a à plusieurs niveaux. Il y aura le Conseil des sages, il y aura plusieurs organisations permettant à des gens qui veulent avoir des idées, qui ont des idées, de pouvoir les faire remonter aisément, même en les faisant remonter au niveau directement des chancelleries ou jusqu'au Parlement. Oui, ils pourront le faire remonter même jusqu'au Parlement, et ce sera beaucoup plus aisé qu'aujourd'hui. Alors effectivement, si tout d'un coup au Parlement chacun envoyait qu'il y a 3 milliards de demandes, ça prendra du temps à être traité, mais les gens n'auront pas forcément envie puisque tout le monde aura tout. Quand il y aura une demande, ce sera pour des choses vraiment fondées avec des arguments réfléchis. Il faudra avoir une légitimité profonde pour pour envoyer ce genre de documents, mais après ça ce sera chacun avec lui-même, et s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'était vraiment pas légitime. Est-ce que je peux avoir une machine à barbe à papa dans ma chambre? Bon, est-ce que vraiment... s'il peut se la payer, pourquoi pas? Oui, mais enfin je veux dire, il y a des choses qui à la limite ne concernent pas... Ah non, évidemment, il y aura des critères de recevabilité, forcément. Voilà, et c'est vrai qu'à partir du moment où chacun aura ce qui lui est nécessaire, mais que ce soit au niveau individuel ou collectif, s'il y a une revendication, c'est obligatoirement qu'elle concerne le bien absolument commun. Et où plus ou moins chacun est concerné et qui soulagerait potentiellement une forme de pénibilité, admettons, dont on pourrait ne pas avoir conscience. Mais là, si les gens n'en abusent pas, parce que s'ils en abusent, évidemment, ils se rendront vite compte que c'est contre-productif et qu'au final, ils n'obtiendront rien du tout. Mais s'il y a vraiment des demandes qui sont pertinentes, elles seront toujours écoutées. Et évidemment, au moins s'il y aura de demandes, au plus elles seront écoutées. C'est comme le principe du fait qu'il vaut mieux pas parler pour ne rien dire, parce qu'après on n'écoute plus les gens. C'est comme l'histoire de l'enfant qui criait au loup. Enfin, il y a beaucoup d'exemples comme ça, le fait de pas tirer des sonnettes d'alarme toutes les 5 minutes. Il faut que les gens aient vraiment une légitimité profonde pour envoyer quelque chose, et au moins on parle pour ne rien dire, au plus on est écouté. C'est une règle qui existera toujours parce qu'elle a du sens. La personne la plus silencieuse, le jour où elle parle, toute l'attention de toute l'audience est tournée vers elle, parce que ça arrive rarement. Donc quand les gens apprendront ça aussi dans leur quotidien, en auront fait l'expérience, il y aura forcément que des choses légitimes qui se demanderont, majoritairement en tout cas, et dans ce cas-là, les interventions seront faites rapidement en plus. De toute façon, le paradigme en soi fera en sorte, parce que je précise quand même, le changement de paradigme, c'est pas un changement de régime politique. Ah non.
Bon, ça fait partie, parce que tout change, ça aussi. Mais le changement de paradigme, au niveau sociétal, c'est aussi une manière complètement différente d'envisager la réalité quotidienne, à tous les échelons. Donc forcément, une prise de conscience accrue par rapport à celle qui existe aujourd'hui, où de toute façon les gens auront vraiment conscience de ce qui est réellement important, ils le conscientiseront profondément, et ça leur donnera une légitimité qui sera quand même infiniment supérieure à celui qui râle aujourd'hui dans son coin parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. À la limite, on peut même le comprendre, hein, les gens n'ont rien de ce qui leur est nécessaire. Donc voilà, à partir du moment où quelqu'un fera savoir qu'il est confronté à l'évidence d'un problème que, a priori, personne n'aurait vu, puisque les choses se sauront, malgré tout. Et qu'il fera remonter le problème, notamment, comme vous le disiez, auprès des organismes, genre le Conseil du Peuple, par exemple, à partir du moment où ils feront remonter l'information, en disant « j'ai constaté que là, il y a quelque chose de dysfonctionnel », éventuellement j'aurai une proposition à faire, c'est celle-là, mais qui qu'il soit, le gamin il a 15 ans dans sa campagne, il sera écouté, sa voix remontera au plus haut sommet de ce qui est nécessaire pour corriger le problème. Ce qui fait qu'en plus personne n'aura besoin de crier très très fort, il n'y aura pas besoin de faire de manifestations, il n'y aura pas besoin de se faire remarquer en brûlant des trucs, et non, les gens seront écoutés parce que c'est légitime. Et si c'est pas pris en compte, ou c'est refusé, ou c'est parce qu'il y aura une légitimité plus grande, et ce sera jamais juste parce que c'est pas intéressant, ce sera uniquement pour une question de légitimité. Tous les choix devront être légitimés, et la personne recevra une réponse en disant par rapport à cette légitimité là, on accepte ou on refuse, parce qu'effectivement la personne peut ne pas voir un élément, ou au contraire peut avoir vu quelque chose que personne n'a vu. Mais même la hiérarchie devra légitimer ses choix. Bien sûr. Ah oui, c'est pas je fais ce que je veux. Ah non. Ça certainement pas. Hein. Non. Donc voilà, au niveau, on pourra même plus appeler ça de la politique, ou alors au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la gestion de la cité. En fait, c'est ça par rapport à l'Antiquité. La cité représentant vraiment le rassemblement des individus. En dehors, il y avait rien, quoi. Donc il s'agit effectivement d'une gestion rationnelle de ressources, de population, de la nature, de la bonne intelligence des uns avec les autres, etc. Et voilà. Et ce sera parfaitement huilé. Et les risques de corruption seront quasi nuls. D'ailleurs, tout le monde s'apercevra qu'il n'y a pas d'intérêt à verser dans quelque corruption que ce soit, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, et ce sera préjudiciable à quiconque serait tenté de s'y mettre, obligatoirement. Donc il y aura cette espèce de logique sous-jacente à l'ensemble du système, qui ne sera pas émis par une volonté dictatoriale, mais par le fondement de la réalité qui entrera en réaction dès lors que quelque chose de profondément illégitime sera tenté. Alors, l'explication d'abord, s'il y a refus, après sanction. Mais on arrivera très vite à un stade où le phénomène même de la sanction émanant de la gouvernance cessera d'avoir cours. Il n'en aura plus besoin. Voilà. C'est comme un corps en parfaite santé. Il déploie toute l'énergie pour entretenir cette santé. Il n'y aura pas besoin de mobiliser des défenses immunitaires par millions pour combattre un truc. Non. Toute l'énergie sera concentrée dans la prospérité individuelle et collective, en direction d'un mieux permanent pour tout le monde. C'est tout ça. Voilà. Et bien voilà. On espère qu'on a pu répondre quand même. Oui, on a pu répondre. Oui, enfin que les gens... Enfin, je pense que c'est quand même assez complet. Comme d'habitude, si ça devait soulever d'autres questions, potentiellement, mais n'hésitez pas à envoyer un petit mot à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Oui. C'est quelque chose de nouveau, et c'est intéressant aussi pour nous d'en parler, parce que les podcasts, le but c'est vraiment qu'ils soient tournés vers ça, même si on essaie toujours de s'appuyer sur des choses que les gens connaissent pour expliquer des choses d'après. Donc c'est
pas très très cohérent quand on regarde juste après. Enfin, c'est quand même plus proche de... Ça reste un accompagnement, un soutien, on est là, on comprend, on essaye d'expliquer les choses, on essaie de rassurer un peu, parce que c'est vrai que ça... Faut être honnête, ça fait un peu peur, hein, l'inconnu fait peur de toute manière. Effectivement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à soulever des protestations, pourquoi pas. Après tout, elles sont peut-être légitimes, il y a peut-être quelque chose qui a été mal exprimé, mal compris, ou mal orienté de notre part, pourquoi pas. Non, et puis c'est vrai qu'on répond aux questions dans le cadre de la question, hein. Il y a peut-être, dans notre angle de vue, on pourrait y répondre autrement. Oui, complètement, oui. Donc manifestez-vous, communiquez-nous ce que vous ressentez finalement, et puis on essaiera de clarifier si nécessaire, ou d'aller plus loin, d'aller où vous souhaiteriez nous emmener aussi. Voilà. Et bien sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine. Voilà, prenez soin de vous. Voilà. Et portez-vous bien, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye bye. Bye bye.